Votre micro, Florent, est coupé. Vous voyez un partage d'écran pour le moment ou rien du tout? Pas tout de suite. Non. Alors, voilà. Là, c'est bon? C'est bon. C'est bon? D'accord. Bien. Eh ben, bonsoir à tous. Donc, effectivement, ce soir, cette thématique sur l'évolution de la carrière du salarié. Donc, vous avez eu l'occasion, durant les précédents webinaires, d'évoquer un certain nombre de points liés notamment au contrat de travail et à la fonction employeur. Donc là, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est justement la manière dont on peut faire évoluer au mieux la carrière du salarié, c'est-à-dire arriver à finalement à se donner les moyens pour faire perdurer cette relation de travail, bah, en envisageant toutefois les situations dans lesquelles on doit envisager une rupture du contrat de travail. Donc, ça sera les deux points que nous allons traiter ce soir. Donc, vous voyez, très, très simple. Un premier point, se donner les moyens d'accompagner dans le temps l'évolution du salarié au sein de votre structure. Et en deuxièmement, donc, les différentes situations de rupture de contrat de travail que vous pouvez envisager. Alors, sur le premier point, alors vous allez voir, on a essayé de fonctionner avec des points de vigilance, alors qui sont assez généraux, qui vont nous permettre aussi, le cas échéant, de pouvoir échanger sur ces thématiques. Mais disons, c'est des points qui nous semblent un petit peu incontournables pour mettre toutes les chances de votre côté pour que la collaboration avec vos salariés perdure dans le temps de la meilleure manière possible. Alors, le premier point, ça peut paraître comme une évidence, mais dans le milieu associatif, c'est vrai que euh, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Il faut arriver à intéresser et faire adhérer le salarié au projet associatif. Ça peut apparaître comme une évidence, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et ça pose forcément la question de la construction du projet associatif. Beaucoup d'associations encore aujourd'hui fonctionnent un petit peu à vue, sans forcément avoir un projet planifié sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça peut avoir des conséquences forcément vis-à-vis des salariés, puisque les salariés peuvent être un petit peu perdus finalement dans leur travail et dans leur évolution au sein de la structure. Donc bien évidemment, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le cadre de la méthode de la construction de projet, puisque ça fait vraiment l'objet peut-être même d'une formation à proprement parler. Mais voilà, je pense que c'est un point qui est absolument fondamental, qu'on a mis en premier, c'est que si une association n'a pas de projet clair et n'arrive pas à embarquer finalement à la fois son personnel salarié, mais aussi ses dirigeants dans ce projet, effectivement, c'est un point qui peut assez rapidement pousser les salariés vers une forme d'essoufflement au sein de leur emploi. Deuxième point de vigilance, c'est de cadrer les choses contractuellement. Vous avez évoqué sur des précédents webinaires les différents types de contrats de travail. Il est absolument essentiel pour préserver donc la bonne relation et l'évolution du travail de votre collaborateur, que ces missions soient très bien définies. Là encore, le constat que je fais en tant qu'avocat en droit du travail dans le secteur associatif et sportif, c'est que souvent ce travail, euh, qui est un travail finalement de fondation, hein, que de réaliser une fiche de fonction, il n'est pas toujours bien fait. Ce qui fait que dès le départ, votre collaborateur peut s'interroger finalement sur son rôle au sein de la structure. Donc, il est absolument indispensable de euh, prendre du temps, de passer du temps sur la définition de mission qui soit claire dans le cadre d'une fiche de fonction. Donc, il y a des outils qui existent par rapport à ça. Et surtout, euh,
Autre notion qui n'est pas suffisamment présente dans le secteur associatif, c'est la fixation d'objectifs. Et ça, il est important de fixer à tout collaborateur, d'ailleurs qu'il évolue dans le milieu associatif ou pas, il est absolument important de lui fixer des objectifs, même simples. Euh, alors, le mieux, c'est de fonctionner par saisonnalité, hein, par saison sportive, en lui fixant des objectifs en début de saison et des objectifs qui soient clairs. Troisième point, c'est d'assurer un management du salarié qui soit euh, identifié clairement. Euh, Là encore, l'expérience démontre que dans le secteur associatif, euh, ben, on- il peut y avoir de différents intervenants et parfois différents supérieurs hiérarchiques qui font que ben, le salarié se trouve peut-être un petit peu perdu parce qu'il peut avoir plusieurs personnes à qui il doit rendre des comptes. Euh, il est important effectivement d'identifier la personne qui sera ben, le manager, le donneur d'ordre du salarié et d'assurer un suivi régulier du travail du salarié. On sait tous que dans le secteur associatif et en particulier sportif, ben, les dirigeants sont pour la plupart bénévoles et donc il est compliqué de faire un management comme on le ferait dans une entreprise du matin jusqu'au soir. Donc il faut arriver à mettre en place un management qui est différent, mais avec des points qui sont réguliers, que je vous conseille de faire de manière un petit peu solennelle, de temps en temps, pas toujours, mais au moins de temps en temps de manière solennelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas au détour d'une porte ou sur le coin du bar. Il faut le faire dans un bureau, en face à face avec le collaborateur pour faire un point précis de son activité par rapport donc aux objectifs que vous lui aurez fixés préalablement. J'attire vraiment votre attention sur l'importance de ces entretiens parce que c'est un temps qui est important pour le collaborateur de l'association. Je vous dis, l'expérience démontre que les salariés d'association sont à la recherche vraiment de temps d'échange avec les dirigeants. Quatrième point, alors, même si ne considérez peut-être pas que c'est un point absolument essentiel, d'ailleurs, il ne vient pas forcément en premier lorsqu'on interroge les salariés sur leur motivation, finalement, au sein d'une association, c'est la rémunération. Bon, faut pas la négliger, bien évidemment. Il faut qu'elle soit adaptée. Et alors, quels sont finalement les outils que vous pouvez mobiliser en matière de rémunération? Bien évidemment, vous avez la rémunération fixe et vous savez que vous êtes tenu de respecter les minimums prévus par la Convention collective nationale du sport, si c'est cette convention que vous appliquez. Mais moi, je vous invite à aller plus loin euh, avec des mécanismes très simples à mettre en œuvre. C'est de mettre en œuvre aussi des rémunérations variables. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire le lien très facilement avec les objectifs que vous avez pu fixer, qu'on a abordé il y a quelques instants. Une rémunération variable, donc qui peut, dans sa conception la plus simple, consister par exemple à dire euh, vous pourrez percevoir une prime d'un montant maximum de X euros, 1000 euros par exemple, en fonction de la réalisation d'objectifs qui vous seront notifiés en début d'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Alors après, il ne faut pas créer d'usine à gaz avec des dizaines d'indicateurs, mais vous voyez, fixer deux, trois grands objectifs, fixer des indicateurs effectivement pour les suivre, et puis, à l'occasion d'un entretien annuel, à la fois vous faites le point sur ces objectifs et vous l'associez à cette rémunération
à cette rémunération variable, ce qu'on appelle communément des primes. Donc ça, c'est un outil qui est encore pas suffisamment présent dans le secteur associatif et qu'il est donc important de pouvoir mobiliser comme outil de motivation, en tout cas, et de fidélisation du salarié. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a un outil aussi que vous pouvez mobiliser, c'est l'intéressement collectif. L'intéressement collectif au résultat de l'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs associative ou non, hein, c'est un dispositif alors, qui n'est pas du tout réservé qu'aux entreprises commerciales. Euh, Moi, j'accompagne des associations pour mettre en œuvre de l'intéressement collectif. L'avantage de ce dispositif, c'est que vous pouvez faire bénéficier les salariés donc d'une prime d'intéressement collective qui n'est pas soumise à cotisation sociale, uniquement à CSG et à CRDS, contrairement à une prime euh, individuelle qui sera soumise à cotisation sociale comme du salaire. Donc ça, c'est un outil pareil qui n'est pas que l'apanage des entreprises commerciales que les associations sportives peuvent mobiliser. Vous pouvez aussi pratiquer les avantages en nature. Alors, euh, avantages en nature, nourriture, avantages en nature liés au véhicule. Bon, ça, c'est des petits avantages supplémentaires qu'on peut mettre en place à moindre coût, puisqu'un avantage en nature coûte moins cher finalement que du salaire. Et ça peut être un outil intéressant de motivation pour le salarié. Et puis, il y a d'autres éléments hein, que je pourrais vous citer sans liste limitative. Alors, vous savez, par exemple, qu'il y a l'obligation de participer à hauteur de 50% au titre de transport collectif lorsque le salarié utilise des transports collectifs, hein, comme le métro, le bus et autres. Mais vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin. Vous pouvez financer un petit peu plus que ça. Il y a aussi les tickets restaurants. Il y a aussi les chèques cadeaux. Vous voyez, des dispositifs voilà, qui permettent, si vous voulez, d'améliorer un petit peu il y a aussi la PPV, la prime de partage de la valeur. Alors ça, c'est vraiment des mécanismes bon, qui étaient ponctuels au début, qui sont devenus un petit peu plus pérennes, mais qui permettent là aussi eh ben, d'améliorer un petit peu la rémunération de votre collaborateur. Donc ça, c'est des choses, vous voyez, alors on reste encore sur des aspects très, très généraux, mais retenez que euh, il faut peut-être essayer de sortir de la notion de rémunération fixe et arriver quand même à intéresser un petit peu le salarié par rapport à la qualité de son travail et de ses résultats. Je, je vois il y a des questions, on les traite au fur et à mesure ou... Ce qui vous arrange, on peut, ah, si ça, il y en a Oh, pas. ben, on peut les traiter au fur et à mesure, hein, pour le coup, vu Ouais. qu'on est en petit comité aujourd'hui. Et dans ce cas-là, je voyais déjà la dernière sur est-ce qu'il y a un document type ou qui officialise ou dans lequel on peut inscrire ce rapport objectif prime? Ouais. Alors, si vous voulez, la prime, euh, on n'est pas obligé, une prime sur résultat, on n'est pas obligé de la mettre dans le contrat de travail. Si vous la mettez dans le contrat de travail, alors ça peut être aussi un gage de sécurité pour le salarié, parce que peut-être que le salarié va vous dire, oui, mais moi je veux pas que cette prime elle soit finalement un petit peu à le pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Donc ça peut être bien effectivement de prévoir que cette prime soit intégrée au contrat de travail. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut mettre, par exemple, vous bénéficierez par ailleurs d'une prime sur objectif d'un montant maximum de X euros. Mais par contre, on va s'arrêter là sur le plan de la contractualisation. Pourquoi? Parce que les objectifs, moi je conseille toujours de ne pas les contractualiser, de ne pas les mettre dans le contrat. Les objectifs, c'est le pouvoir finalement de direction de l'employeur et c'est à l'employeur annuellement eh bien, de fixer, alors le mieux quand même c'est de se mettre d'accord dessus, mais dans l'absolu, l'employeur pourrait imposer des objectifs, mais le mieux c'est de se mettre d'accord. Mais ça ne fait pas l'objet
d'un avenant au contrat de travail. Vous voyez, ça fait simplement l'objet d'un échange lors d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Et puis, l'employeur peut simplement formaliser les objectifs en remettant un document au salarié, mais on ne va pas lui demander un bon pour accord. Vous voyez, hein, on va simplement remettre le document au salarié pour lui notifier ses objectifs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les objectifs, nous, on vous conseille de jamais les faire apparaître dans le contrat de travail. L'employeur doit en garder la maîtrise. Il y avait d'autres questions à ce stade sur le sujet? Non, juste un petit rappel qu'effectivement, les questions peuvent être posées dans le chat et que bien évidemment, comme les 8 précédents épisodes, l'intervention présente est enregistrée et sera mise sur le site de la conférence régionale du sport. D'accord. Merci. Alors, le 5e point, c'est d'arriver à proposer au salarié une évolution de sa carrière, de ses compétences, notamment par la formation. Alors, bon, vous allez me dire, dans des petites structures, dans des petites associations, les perspectives d'évolution, elles ne sont pas forcément extraordinaires. C'est exact. C'est exact. On ne peut pas dire le contraire. On n'est pas sur des structures de plusieurs dizaines ou centaines de salariés qui permettent d'envisager. Mais néanmoins, il faut s'en préoccuper. Il faut s'en préoccuper. D'ailleurs, quand on est dans le cadre d'une fédération sportive, il peut y avoir aussi des évolutions possibles dans le cadre de structures départementales, régionales, voire nationales. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas des perspectives phénoménales, il faut quand même s'en préoccuper, il faut s'intéresser aux salariés. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est des choses peut-être très simples qu'on dit aujourd'hui, mais c'est important de passer du temps avec les salariés, c'est important de s'intéresser à eux, c'est important de connaître leurs desiderata, leurs souhaits d'évolution. Et n'oubliez pas que l'employeur a une obligation de formation continue tout au long de la vie, hein, du salarié. Et alors, il y a un outil qui est également une obligation par rapport à ça, c'est l'entretien professionnel tous les 2 ans. Donc ça, c'est une obligation pour les employeurs et cet entretien professionnel, il a notamment pour objet de faire le point sur l'évolution, les perspectives de carrière du salarié. Alors, ça ne vous interdit pas du tout de faire des points dans l'intervalle, parce que tous les 2 ans, c'est vrai que c'est un petit peu lointain, mais à minima, votre obligation légale, c'est ça, hein. Tous les 2 ans, c'est important de prendre un temps. Alors souvent, on pose la question, mais comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Ben, c'est un entretien, on ne doit pas arriver les mains dans les poches, hein, pour un entretien comme celui-là. On doit bien le préparer. Il y a des modèles, effectivement, d'entretien qui existent. Et en pratique, il faut compter au minimum 1 heure d'entretien avec le salarié pour faire un point complet quand même sur son évolution de carrière et sur les formations qu'il pourrait suivre. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas, je le dis encore, que votre obligation de formation, elle est permanente, hein, vis-à-vis des salariés. Elle est permanente, hein, faut pas l'oublier. Alors, je vois une question. Peut-on obliger ou aider son employeur à se former sur son rôle et comment? Alors, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre question? Bonjour, oui. Bonjour. Donc, Bonjour. je suis enseignant de tennis dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai été amené à avoir des changements de présidence tous les 4 ans à peu près. Bon, ça fait 19 ans que je suis dans mon club. Et malheureusement, certains bénévoles, dont des présidents, ne sont pas formés à cette fonction. Et comment peut-on, entre guillemets, les aider à se former à ce rôle de, entre guillemets, RH, qu'ils n'ont pas forcément dans leur métier, dans leur carrière professionnelle? Après, il y a plusieurs. Alors, bon, pour le coup, vous parlez d'une discipline que je connais bien. Euh, il y a plusieurs biais, si vous voulez, par rapport à ça. Bon, déjà, le rôle des fédérations là-dessus, il est
il dépend aussi de l'orientation qui a été prise par les fédérations sur l'accompagnement des dirigeants. Bon, si on parle de l'exemple de la fédération de tennis, c'est vrai on met beaucoup de choses en place, en tout cas pour faire de la formation de continu des dirigeants sur leur rôle d'employeur. Mais après, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'existe pas forcément de prérequis, en fait, dès le départ. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai que beaucoup de dirigeants peuvent arriver dans le monde associatif en étant un petit peu perdus, hein, finalement, hein, sur les responsabilités qui sont les leurs et ce qu'on va leur demander en tant que président. Donc, mis à part dire qu'il faut renforcer effectivement au niveau des formations fédérales, au niveau de ce que fait également, de ce que propose la Dragès, hein, on est en plein dedans, je pense aussi. Je pense que ce qui manque, d'une manière générale, c'est aussi une charte du dirigeant, au sens large. Mais vraiment, je dirais, toute fédération sportive confondue, hein, finalement, hein, parce que vous voyez, je sais qu'au tennis, on essaye aussi de faire des réunions de nouveaux présidents, vous voyez, pour les sensibiliser, mais voilà, ça se fait un petit peu de manière empirique et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment là-dessus de démarche, à mon sens, suffisamment structurée. Hein, donc, et comme vous le dites, ça s'improvise pas, hein, ça s'improvise pas. Après, il y a des outils aussi d'accompagnement qui existent. Au niveau de la paye, et les structures profession sport qui existent pour décharger un petit peu. Donc, bon, il y a quand même des outils qui existent. Mais après, c'est sûr qu'il faut se prendre en main, hein, c'est clair. Si on revient au sixième point, après, je pense que ça fait partie aussi du donnant-donnant, c'est-à-dire que si on souhaite que euh, la collaboration avec le salarié se poursuive dans les meilleures conditions, il faut aussi que l'employeur fasse l'effort de respecter des règles essentielles. Alors, bien évidemment, c'est le code du travail, mais un petit peu de focus sur peut-être des règles un peu plus précises, le temps de travail, le repos et les congés. Lorsqu'on parle de temps de travail, on parle d'abord peut-être de temps de travail sur l'aspect, euh, je dirais, quantitatif, c'est-à-dire qu'il est important que tout employeur valorise tout temps de travail. Et dans le secteur du sport, malheureusement, et ça c'est un grand regret que j'ai notamment par rapport à la convention collective du sport, euh, notamment les temps de préparation, les temps de présence avant et après les séquences des éducateurs ne sont pas encore toujours pris en compte dans le temps de travail effectif. Je vous fais une comparaison avec la convention collective de l'animation socioculturelle, qui, elle, a prévu un principe. Et ce principe, c'est un principe de dire, voilà, un enseignant, on considère qu'il est à temps plein, à 35 heures par semaine, mais il ne peut pas faire plus de 24 heures de face-à-face pédagogique. Voilà. Et le reste du temps, on considère que c'est du temps de préparation, c'est du temps de formation, c'est du temps après et avant les séquences, c'est du temps d'accompagnement des enfants, c'est du temps où on va parler avec les parents, c'est de l'administratif, c'est des réunions avec le bureau de l'association, etc., etc. Donc ça commence par ça. Je pense que si on veut préserver une bonne relation avec un collaborateur, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas résumer finalement son travail au seul face-à-face pédagogique. Hein. Et ça, je pense déjà que euh, c'est quelque chose où on progresse, mais il faut encore aller un petit peu plus loin. Je pense que dans l'enseignement public ou privé, jamais personne n'oserait dire qu'un enseignant est à temps partiel parce qu'il a que 15 ou 20 heures de cours par semaine. Pour un enseignant sportif, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce n'est pas encore suffisamment ancré, je pense, dans les pratiques. Donc ça, c'est sur les aspects
quantitatif finalement du temps de travail, puis après sur les aspects que je qualifierais un petit peu plus de qualitatifs, c'est-à-dire de tout ce qui est répartition du temps de travail. Si le Code du travail a mis des règles en matière de durée maximale du travail, en matière de repos, bah, ce n'est pas pour rien, il faut les respecter. Il y a un temps de travail maximal par semaine, c'est 48 heures, ça on l'avait vu hein, sur la précédente intervention. Il y a un temps journalier maximum, c'est 10 heures par semaine, 12 heures exceptionnellement. Un salarié a le droit aussi de se reposer entre 2 journées de travail. C'est 11 heures de repos quotidien. Et puis, vous avez le jour de repos hebdomadaire, alors qui peut effectivement ne pas être le dimanche dans le secteur du sport. Mais vous voyez, c'est des principes. Moi, je pense que si ces principes sont respectés par l'employeur, ben c'est un, c'est un signe de responsabilité qu'on envoie aux salariés et c'est un gage aussi eh bien, pour la pérennité de la collaboration. C'est pareil en matière de congés. Hein, dernier point. Moi, ce que je dis toujours, c'est n'attendez pas que le salarié vienne vous demander quand il prend ses congés. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est à l'employeur de prendre les devants et de dire à ses salariés, eh bien, nous allons organiser les congés d'été, les congés d'hiver. C'est très désagréable hein, pour un. Il faut se mettre, faire toujours preuve d'empathie, même si moi je suis conseil d'entreprise et conseil. Toujours faire preuve d'empathie là-dessus et se dire est-ce que c'est bien normal qu'un salarié vienne demander à son employeur quand est-ce qu'il va prendre ses congés? Ben non, c'est pas normal. Donc, il appartient, c'est de bonnes pratiques pour l'employeur que d'anticiper et d'organiser les prises de congés. Il y a une question supplémentaire, Oui. M. Doucet, sur le télétravail. Faut-il un document spécifique pour mettre en place du télétravail? Alors, si vous le voulez bien, on va le traiter dans 3 points parce que je vais en parler du télétravail, donc ça me fera l'occasion. Donc, je la note et on l'abordera dans 5 minutes. Il y avait une autre question? Non. Non, d'accord. Alors, 7e point, respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité. Alors, on va dire, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à respecter. Bon, il y a 10 points centraux. Mais oui, respecter les règles en matière d'hygiène et sécurité. Alors, je ne sais pas si ça avait été un petit peu plus abordé dans le détail sur d'autres webinaires, mais sachez que là-dessus, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. Alors, quand on est effectivement dirigeant bénévole, employeur bénévole, ça peut faire un petit peu peur. Mais bon, voilà, il y a déjà des choses importantes à régler, ne serait-ce que de mettre en place ce qu'on appelle le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous voyez, ça, c'est quelque chose, ben voilà, c'est une obligation qui existe, elle peut facilement être mise en œuvre et on peut facilement eh bien, donner un signe positif, parce qu'on ne parle que de ça finalement aujourd'hui, hein, donner des signes positifs en tant qu'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs, qu'on se soucie d'eux, qu'on se soucie de leur quotidien. Et c'est vrai que bon, si on est employeur et qu'on n'a absolument rien fait, qu'on n'a pas de document unique d'évaluation des risques, on ne peut pas dire qu'on envoie un signe très positif vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc, ça, c'est quelque chose, vous voyez, typiquement, à mettre en place. Je vous donnerai un petit exemple très concret par rapport à cela que j'ai dû plaider devant la Cour d'appel il y a peu de temps. Sachez que l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels peut engendrer ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. En l'occurrence, j'accompagnais une structure déconcentrée de la Fédération française de football par rapport à un accident qui était survenu d'un entraîneur qui s'était cassé la cheville parce qu'il avait coincé son pied sur une moquette d'un terrain synthétique qui n'avait pas été bien entretenu. Et comme il n'y avait pas de document unique d'évaluation des risques, bah, ça a été reconnu finalement comme une circonstance un petit peu aggravante hein, de la situation parce que
on a dit ben, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était confronté. Donc, vous voyez, là, j'ai bifurqué un peu sur l'aspect responsabilité, mais c'est important, vous voyez, de donner ces signaux positifs vis-à-vis de vos collaborateurs. Le 8e point, alors on va passer complètement à autre chose là, et on va rejoindre un petit peu le premier point qui était le projet de l'association. Bah, c'est que dans le cadre de votre projet, il faut aussi travailler vos valeurs. Travailler les valeurs, travailler son image. Je pense que tout employeur, même associatif, doit permettre à son salarié de s'identifier à la structure et d'être fier de sa structure. Alors, il y a plein de possibilités par rapport à ça. Vous avez sans doute tous entendu parler de RSE. Ben, la démarche RSE, c'est aussi ça, c'est montrer ce qu'on fait de bien. Arriver à montrer ce qu'on fait de bien au sein de l'association. Bah oui, je suis une association responsable. Bah oui, mes installations, j'essaie de les faire évoluer vers de la consommation, réduite sur le plan énergétique. J'interviens sur des activités auprès de publics défavorisés, etc., etc. Vous voyez, c'est à relier au projet associatif, mais aussi arriver à, à- à valoriser finalement et à mieux communiquer sur ce qu'on fait de bien. Ben, je trouve que c'est très important, en tout cas, pour les collaborateurs. Favoriser la qualité de vie au travail. Alors, c'est là que je voulais parler notamment du télétravail. Alors, la qualité de vie au travail, vous savez, c'est un concept. C'est un concept qui n'est pas juridique, mais c'est un concept qui ne doit pas faire oublier qu'un salarié à temps plein, il passe quand même beaucoup de temps au sein de son entreprise et que bah, ce temps qu'il passe au sein de son entreprise, euh, bah, il faut qu'il soit qualitatif. Hein. Donc, il y a plein de moyens pour ça, pour favoriser la qualité de vie au travail. Bah, déjà, ne serait-ce que la qualité des relations humaines. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important je dirais que le rôle de l'employeur de manager de manière à maintenir une qualité des relations humaines, interpersonnelles, c'est très important. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la compatibilité entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, un exemple, le télétravail, effectivement. Donc, le télétravail, euh, c'est une possibilité que vous pouvez mettre en place. Alors, est-ce que c'est obligatoire pour répondre à la question qui était posée de le mettre par écrit? Ben, maintenant, oui, il faut un avenant au contrat de travail et il faut une charte de télétravail. Hein, il faut mettre en place une charte de télétravail et relayée par un avenant au contrat de travail, sachant que c'est toujours réversible, c'est-à-dire que on peut mettre en place le télétravail de la même manière qu'on peut le retirer si jamais l'employeur s'aperçoit que finalement ça s'avère pas très compatible avec le travail qu'il y a réalisé. Donc, charte de télétravail, avenant au contrat de travail. Mais favoriser la qualité de vie au travail, ça peut être aussi d'autres aspects. Favoriser, par exemple, le sport en entreprise. Ça, c'est aussi un axe que vous pouvez développer. L'organisation du temps de travail, par exemple, avec certaines fédérations sportives. Alors, peut-être plus sur des grosses agglomérations, on met en place ce qu'on appelle les horaires individualisés. Qu'est-ce que c'est que les horaires individualisés? C'est de permettre aux salariés d'arriver sur des plages mobiles le matin. C'est-à-dire, il a par exemple entre 8 et 9 heures pour prendre son poste, mais ça, c'est à sa discrétion. Et ça lui permet finalement d'avoir un peu plus de souplesse pour déposer les enfants à l'école ou pour faire face aux aléas des transports en commun. Ou tout simplement, parce qu'on a un rendez-vous privé qu'on voudrait
mettre le matin. Donc ça, vous voyez, c'est un élément aussi de qualité de vie au travail. Alors, je vous passe aussi la qualité des installations au sein de l'entreprise, de l'association, le fait d'avoir un petit... il y a des obligations d'ailleurs qui existent par rapport à ça, hein, d'avoir un, un endroit réservé pour les salariés. Alors après, il faut quand même un certain effectif, mais vous voyez, tout ça, tout ça, quand même, il ne faut pas le sous-estimer, même si en tant que dirigeant bénévole, on n'est pas tous les jours au sein de l'association. Et puis le dixième point, je dirais, c'est presque un condensé de tout ce que je viens vous dire. Je crois que c'est surtout, il faut toujours être animé par cette notion de justesse qui rejoint la notion d'empathie aussi, c'est-à-dire toujours se dire, oui, moi en tant qu'employeur, je peux être exigeant par rapport à un salarié, bah, c'est normal, c'est la notion de lien de subordination. Un salarié, on l'engage, on lui verse un salaire, en contrepartie, on attend un travail, et on est en droit d'être exigeant vis-à-vis du salarié. Mais faut être sûr d'une chose, c'est que le salarié, je dirais, acceptera cette exigence si l'employeur aussi, de son côté, est suffisamment exigeant avec lui-même par le respect des règles que je viens de vous exposer ici. Donc, vous voyez, c'est toujours cet équilibre à maintenir et, et moi, pour synthétiser tout ça, vous voyez, bon, faut pas se voiler la face. On sait que dans le secteur associatif, bon, la fonction employeur, elle n'est pas facile, elle est pas simple. Les relations sont pas toujours, les relations employeur-salarié sont pas toujours simples aussi. Bah, peut-être justement, et je rejoins votre remarque euh, Théo Bernard, ou Bernard Théo, excusez-moi, je sais pas. Euh, euh, c'est que, bah voilà, je pense qu'il faut que les employeurs soient aussi exigeants avec eux-mêmes et respecter autant que faire se peut les règles prévues pas par le Code du travail et au moins celles que je vous ai exposées aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si... Il y a peut-être... Isabelle, vous avez une question? Oui, je réagissais par rapport à cet espace de vie réservé aux salariés. Comme on sait, enfin, dans le tennis, vous avez les clubhouses, mais c'est pas le cas partout. Et, euh, et souvent, les associations, ben, elles travaillent dans, enfin, sur des structures qui ne leur appartiennent pas, Hmm. qui sont des structures communales, enfin, qui appartiennent aux collectivités locales, tout du moins. Euh, je m'interrogeais, en fait, est-ce que les salariés d'un club peuvent, enfin, comment est-ce que ça peut se, se solliciter, enfin, est-ce que c'est véritablement un droit en matière de droit du travail, de cette question-là? Ouais. Alors après, c'est une question d'effectif. C'est une question Ok. d'effectif, c'est-à-dire il y a effectivement, par exemple, un espace de restauration est obligatoire. De mémoire, je pourrais vous le confirmer, mais de mémoire à partir de 20 salariés. Donc, après, dans des maisons des sports, par exemple, hein, je sais qu'il y a beaucoup de maisons des sports dans les villes qui peuvent rassembler euh, potentiellement plus de 20 salariés, ben, je pense qu'effectivement, ils devraient être soumis à à ce type d'obligation. Par contre, effectivement, une association avec un ou deux salariés ne sera pas soumis aux mêmes obligations et bon, on comprend aussi un petit peu Mm. pourquoi. Donc, Oui, oui, ça ouais, peut être quand même créer ouais, quelques difficultés ouais, pour les structures, oui. ouais. Mm. Alors, j'ai terminé sur cette première partie. Alors, enfin, j'ai presque terminé. Peut-être un dernier point de vigilance, euh, c'est justement si on veut faire évoluer hein, finalement le contrat de travail du salarié, bah, sachez qu'on ne peut pas forcément tout faire sans son accord, hein. Euh,
en particulier, on ne peut pas modifier ce qu'on appelle un élément essentiel de son contrat de travail sans son accord. Là, il faut être deux. Hein. On peut pas l'imposer, l'employeur ne peut pas l'imposer de manière unilatérale. Alors, qu'est-ce que c'est que ces éléments essentiels du contrat de travail? C'est la classification, la rémunération, le volume du temps de travail. Hein. On peut pas baisser sans son accord le volume du temps de travail d'un salarié, ou encore ses responsabilités. Donc, tout ça, l'employeur ne peut pas le modifier sans l'accord du salarié. Alors, un exemple très concret, imaginez dans votre association, on a une baisse d'adhérents d'une saison sur une autre, et l'enseignant qu'on a, quelle que soit la discipline sportive, on n'a finalement plus assez d'heures à lui proposer par rapport en fait à la demande, hein, à la demande du public. Eh bien, on ne pourra pas modifier unilatéralement son contrat de travail. Il faudra passer par une modification du contrat pour un motif qui sera de nature économique, auquel le salarié peut s'opposer. Et si le salarié s'y oppose, ben, la seule alternative qu'aura l'association, eh bien, c'est de se diriger vers une procédure de licenciement pour motif économique. Alors, ça arrive hein, de temps en temps, mais voilà pour vous situer voilà, sur la notion de modification hein, au cours de la relation de travail. Ah, ça me fait le lien, justement, j'ai prononcé le mot licenciement, et l'idée de cette deuxième partie, finalement, c'est de se dire, bah voilà, tous les beaux principes qu'on a évoqués dans la première partie, si jamais on n'arrive pas à les mettre en œuvre, eh bien, il peut y avoir des situations dans lesquelles on arrive on est en bout de course. On est en bout de course avec un salarié, et il faut envisager effectivement la rupture de la collaboration. Et là, je vais vous présenter, donc, bon, assez succinctement, en une grosse dizaine de minutes, les différents cas de figure. Alors, bien évidemment, il y a le cas de la démission du salarié, mais la démission du salarié, je dirais, l'employeur, il l'a subi. Finalement, un salarié qui a envie de partir, ben, il démissionne, il pose sa démission, il a un préavis à respecter tel que prévu par la convention collective, et l'employeur ne peut pas s'y opposer. Donc, ça ne pose pas de difficulté majeure. Vous avez la possibilité aussi d'essayer de convenir d'une rupture conventionnelle. Mais d'essayer de convenir d'une rupture conventionnelle, ça veut dire qu'il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, quand on est en situation un petit peu délicate avec un salarié, on peut tenter effectivement une rupture conventionnelle. Maintenant, si le salarié n'est pas d'accord, on revient au point de départ. Et donc, on doit continuer à appliquer le contrat de travail. Donc, vous savez que la rupture conventionnelle doit respecter une procédure très précise, qu'il doit y avoir un ou plusieurs entretiens, qu'on doit signer un document qu'on peut remplir sur une plateforme dédiée à cet effet, hein, une plateforme gouvernementale qui est très bien faite, et où on peut remplir le formulaire de rupture conventionnelle, qu'il y a un délai de rétractation pour chaque partie de 15 jours calendaires, hein, où chaque partie peut revenir finalement sur sa décision. Et puis, au bout de ce délai de 15 jours calendaires, eh bien, on doit présenter cette rupture conventionnelle au service de l'État, hein, à la DRITS, pour validation, pour étude du dossier et validation, et la direction du travail a 15 jours, alors cette fois-ci ouvrable, hein, pour faire simple, le législateur a choisi des délais différents pour valider ou pour refuser cette rupture conventionnelle. En général, il y a quand même très très peu de refus. Les seuls refus qu'il peut y avoir, c'est non-respect des délais ou non-respect de l'indemnité minimum à verser, qui est égale à l'indemnité de licenciement. Hein, l'indemnité de rupture conventionnelle minimum est égale à l'indemnité qu'on aurait versée dans le cadre d'un licenciement. Vous avez aussi le cas de la retraite. Alors, il faut bien distinguer le départ à la retraite. Le départ à la retraite, c'est une décision
qui est à l'initiative du salarié, et donc il ne peut pas se faire avant 62 ans et des poussières, hein, depuis la réforme des retraites. Avant, c'était 60 ans, maintenant, c'est 62 ans et des poussières. Donc ça, c'est une demande qui est à l'initiative du salarié. Donc pareil, préavis à respecter, courrier à faire à l'employeur. Et ça, il faut le distinguer de la mise à la retraite. Et la mise à la retraite, c'est une décision, en revanche, qui vient de l'employeur. Et la mise à la retraite, aujourd'hui, elle n'est pas possible avant 70 ans et des poussières, hein. Donc un salarié qui souhaite aujourd'hui, un salarié du privé, hein, j'entends, hein, qui entend aujourd'hui travailler jusqu'à 70 ans, ben, l'employeur n'a pas la possibilité de le mettre à la retraite d'office, hein. Et puis le dernier point, c'est donc c'est le licenciement, c'est-à-dire qu'on est sur une situation qui s'est un petit peu dégradée avec un salarié, on a tenté de mettre en place une rupture conventionnelle, on n'a pas réussi, il veut ni démissionner ni partir à la retraite parce qu'il n'a pas l'âge. Vous pouvez être amené à effectivement envisager une procédure de licenciement. Alors, quelques grands principes sur le licenciement, mais autant vous dire que si vous en arrivez à ce stade, je ne peux que vous engager à vous faire accompagner par un juriste ou un avocat de votre choix. Le premier principe, c'est que si on procède à un licenciement, l'employeur doit invoquer ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse. C'est le principe intangible en matière de licenciement. Et cette cause réelle et sérieuse, elle peut avoir deux origines. Soit c'est un motif personnel. Alors un motif personnel, il peut être fautif ou non fautif. Un motif personnel fautif, c'est parce qu'on estime que le salarié a commis une faute dans l'exécution de son travail. Donc il faudra pouvoir la prouver, cette faute, le cas échéant, s'il y a un contentieux plus tard. Et puis, il peut y avoir un motif personnel non fautif, comme par exemple l'inaptitude physique. Ça, en matière sportive, il y a malheureusement beaucoup de salariés qui peuvent être déclarés inaptes par le médecin du travail. Et dans ce cas-là, ça sera un motif personnel, mais pas fautif, hein. Ce n'est pas une faute, hein, d'être inapte, mais ça peut conduire effectivement à un licenciement. Donc ça, c'est tout ce qui est aspect licenciement personnel. Après, vous avez l'aspect économique. C'est-à-dire que si votre association a des difficultés économiques, alors je ne rentre pas dans le détail de la définition du motif économique du Code du travail, mais si par exemple vous avez une baisse de recettes, je ne vais pas parler de chiffre d'affaires, mais une baisse de recettes significative d'une année sur l'autre, ça peut constituer un motif économique et ça peut, le cas échéant, aboutir à prendre une décision de licencier un ou plusieurs salariés. Ça se voit assez régulièrement quand même dans le milieu associatif. Licenciement doit respecter une procédure très stricte, avec un point de vigilance extrême en milieu associatif, c'est la personne qui va mener cette procédure. Contrairement aux idées reçues, on croit que c'est le président de l'association. Pas du tout. On ne sait pas. À vrai dire, ce qu'il faut vérifier, c'est ce que prévoient les statuts de l'association. Et les statuts de l'association, peut-être, vous révéleront que c'est le comité directeur ou le bureau qui est collectivement responsable, qui a collectivement les prérogatives pour mettre en œuvre ce type de procédure quand même assez grave, hein, faut dire ce qu'il en est. Alors, si c'est le président qui met ça en œuvre finalement sans avoir mandat pour le faire, qu'est-ce qui se passe? Votre licenciement, il sera tout simplement considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse en cas de contentieux devant le Conseil de prud'homme. Donc, c'est très, très important, ça. C'est bien savoir que la personne qui va mener la procédure, qui va signer les courriers, a bien mandat pour le faire en application des statuts de l'association. Et puis, bien évidemment, en toile de fond, respecter à la fois le motif réel et sérieux du licenciement, respecter
la procédure de licenciement, ben, tout ça, c'est fait pour quoi? C'est pour éviter, si jamais la personne qui est licenciée eh bien, se retourne contre l'employeur et saisit le conseil de prud'homme, ben, c'est pour éviter que l'association ne se fasse condamner. Donc ça, c'est des choses, passez-moi l'expression, mais sur lesquelles il ne faut pas bricoler. Et malheureusement, on voit encore beaucoup d'associations qui bricolent un petit peu encore tout seuls des procédures de licenciement et généralement, ben, ça ne donne pas des très très bons résultats. Quels sont les risques? Quels sont les risques? Ben, vous savez, euh, je vais surtout. Alors, si on est sur un licenciement, on va dire qui n'est pas une faute grave, qui est simplement ce qu'on appelle une simple cause réelle et sérieuse, euh, vous savez que l'employeur va devoir payer le préavis et va devoir payer l'indemnité de licenciement au moment de la rupture du contrat. Et le salarié va pouvoir éventuellement demander des dommages et intérêts devant le conseil de prud'homme. Et depuis quelques années, ces indemnités, elles font l'objet d'un barème maximum. Ce barème, c'est celui qu'on appelle communément le barème Macron, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui permet finalement quand un employeur met en place un licenciement, ça permet eh bien, d'évaluer finalement quel sera le risque que prend l'employeur si jamais il se fait condamner par le conseil de prud'homme. Donc, ce barème, il est disponible, il suffit vous le trouvez très facilement hein, sur Internet. Hein. Il varie en fonction de l'ancienneté du salarié. Voilà. Mais je vous dis, dès qu'on arrive sur des procédures de licenciement, c'est des choses sérieuses, précises, normées, sur lesquelles il ne faut pas s'aventurer sans se faire conseiller. Voilà ce que je voulais vous dire forcément très succinctement en 1 heure de temps. S'il reste encore une ou deux questions, on a le temps puisqu'il est à ma montre 18h59. Donc, je peux vous laisser la parole aux uns et aux autres. Ça serait bien qu'on ne finisse pas sur cette touche un peu terrible. C'est de la prévention, hein. On est sur de la prévention. Hein. On est sur de la Oui, prévention. Hein. bien Ouais. sûr, Florent. Non, moi, je vais juste sauter une petite question, en fait, sur la mise à la retraite, enfin, qui est une initiative de l'employeur, mais est-ce que l'employé peut renégocier cette demande? Est-ce que c'est négociable? Comment ça se passe quand il y a un conflit Alors, sur son... ça dépend du moment auquel ça se passe. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'employeur, en fait, à partir de 65 ans et quelques mois, l'employeur, en fait, qui est l'âge, en fait, de liquidation de la pension de retraite à taux plein, en fait, hein, dans le secteur privé. À partir de là, l'employeur a la possibilité de demander à son salarié s'il souhaite une mise à la retraite. Mais il ne peut pas lui imposer. Donc, sur cette période finalement de 65 ans à 70 ans, l'employeur ne peut que proposer. Donc, sur cette période-là, le salarié peut négocier. Il peut très bien dire, bah oui, mais écoutez, moi, bien qu'ayant ma retraite à taux plein, moi, j'ai pas envie de partir tout de suite parce que mon métier me plaît. En revanche, moi, si vous pouvez me verser une petite prime de départ supplémentaire, je ne serais pas contre, effectivement, partir un petit peu plus tôt. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe en pratique. De la même manière, il peut y avoir, vous savez, une liquidation totale de la retraite et puis une réembauche dans le cadre d'un contrat à temps partiel de manière à pouvoir faire un cumul emploi-retraite. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ça se fait en pratique sur du temps partiel, mais aussi faut-il que le salarié puisse liquider une retraite à taux plein. Hein. Par contre, dès lors qu'on est sur une période après 70 ans, là, le salarié ne peut plus s'y opposer. Et en fait, il ne pourra pas négocier quoi que ce soit. Ça sera une mise à la retraite d'office.
Alors, il percevra une indemnité, mais une indemnité sur laquelle il ne pourra pas demander juridiquement plus que ce qui est prévu légalement. Voilà. Donc, il faut bien faire la distinction entre la période, finalement, 65 ans, 70 ans et après 70 ans. Merci Florent. Je crois que Bruno, tu avais une question par rapport au cas des groupements d'employeurs. Je vais être très rapide. Peut-être sur la retraite aussi, il faudra c'est quelque chose aussi à anticiper à plusieurs mois d'avance, voire années d'avance aussi, peut-être à redire. Et puis sur le groupement d'employeurs, en fait, la question, c'était lorsqu'on doit remodifier le contrat en termes de durée de temps de travail, si on est dans le cadre d'un groupement d'employeurs avec une mise à disposition, est-ce que c'est la même règle ou est-ce que on change la durée en négociant simplement avec le groupement d'employeurs qui met à disposition le personnel dans mon association? Ben, en fait, quand on est une association en relation avec un groupement d'employeurs, on est dans une relation, on va dire, enfin, une relation contractuelle, en fait. Il y a un contrat, en fait, qui est passé entre le groupement d'employeurs et l'association. Donc, en général, euh, le contrat est toujours renégociable. Euh, mais généralement, là aussi, il y a un préavis à respecter. C'est-à-dire pour que le groupement d'employeurs ne se retrouve pas du jour au lendemain avec un salarié dont qui peut plus occuper par rapport. Parce que lui, le groupement, il est lié par un contrat de travail, en fait, avec l'employeur, avec le salarié. Hein. Donc, généralement, si vous voulez, c'est un double effet. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'association, oui, renégocie effectivement le volume avec le groupement d'employeurs. Et dans un deuxième temps, le groupement d'employeurs, lui, ce qu'il doit faire, c'est répercuter ça auprès du salarié. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Soit il essaie de lui trouver une autre mission ailleurs, soit il n'en trouve pas, et auquel cas, on revient sur ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, sur cette situation. C'est-à-dire qu'on est sur une modification du contrat pour motif économique, et le groupement d'employeurs doit faire une proposition au salarié pour baisser son temps de travail et sa rémunération correspondante. Et si le salarié n'accepte pas, le groupement peut éventuellement aller jusqu'à procéder à son licenciement économique. Voilà. Mais ce n'est pas simple pour un groupement à gérer ce type de situation. Je posais bien la question parce qu'effectivement, c'est une négociation qui doit se faire entre trois parties. Mm. Et bien sûr, parfois, il peut y avoir de l'abus en se débarrassant du problème du changement du modèle économique ou d'une baisse d'activité en prévenant tardivement le groupement d'employeurs. Ça peut créer effectivement une difficulté et voire une tension et un Tout à fait. conflit. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question. Tout à fait. Moi, de la pratique, de ce que j'observe, il y a souvent des préavis de 6 mois à respecter pour modifier en fait un volume horaire entre l'association utilisatrice et le groupement d'employeurs, précisément pour laisser le temps au groupement d'employeurs de se retourner un petit peu par rapport à cette situation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas dans le fil de conversation. Je ne vois pas de main levée non plus. Si c'est le cas, peut-être Isabelle, on va pouvoir conclure en laissant partir les participants qu'on remercie d'avoir été présents avec nous, en espérant que c'était intéressant. Et le prochain épisode, donc le troisième jeudi, c'est je crois le 20 juin, si je ne me trompe pas, ou j'ai un doute sur la date exacte, mais bon, ça sera le troisième jeudi du mois et ce sera avec l'AFTAS, donc l'opérateur de compétences, et on parlera de la formation professionnelle. Et bien sûr, cet épisode ainsi que le support de présentation seront mis en ligne dès que possible sur le site de la CRDS, sur lequel vous avez le lien qui est dans le fil de conversation. Isabelle, si tu as quelque chose En à fait, rajouter. je crois que tout le monde sait qu'après, enfin, les présentations sont mises en ligne et que finalement, si on n'est pas disponible à l'heure de l'intervention, on peut toujours récupérer l'info sur le site de la CRDS. Donc, voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci, Maître Doucet, pour cette présentation et de collaborer avec nous pour animer ces différents volumes qui nourrissent notre connaissance de la fonction employeur, quelque part, et quelque chose qui à mon sens, a besoin d'être approfondi par l'ensemble des structures de notre région et sans doute bien au-delà. On a eu quelquefois d'ailleurs
des personnes venant de fédérations autres pour assister à nos webinaires. Bon, ce soir, on n'a pas beaucoup de monde, mais je suis convaincue qu'on aura de nombreux clics sur le site de la CRDS pour venir voir encore les informations qu'on peut communiquer. Merci à tous, bonne fin de soirée Merci. et puis au prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.